Depuis le 19e siècle, le mouvement féminisme transforme la façon dont nous élevons nos enfants. Et aujourd'hui, cela influence ton quotidien de parent d'une manière que tu ne soupçonnes même pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment le mouvement féministe a évolué et influence maintenant l'éducation parentale. Troisième partie, ce que le mouvement féministe propose concrètement. Ces observations du mouvement féministe nous amènent naturellement à une question cruciale. Que propose-t-il concrètement aux parents pour remplacer ce mécanisme? Face à ces constats, le mouvement a développé 5 propositions précises qui transforment complètement l'approche éducative. Première proposition, une éducation basée sur l'individualité plutôt que sur le genre. La première évolution proposée consiste à respecter l'enfant unique comme un individu, indépendamment de son sexe. Concrètement, cela signifie observer l'enfant réel, ses goûts spontanés, ses aptitudes naturelles, sans plaquer nos attentes genrées sur son comportement. Cette approche rejoint parfaitement ce que les spécialistes du développement prônent depuis des décennies. Maria Montessori parlait déjà de respecter les périodes sensibles de l'enfant, ces fenêtres temporelles où l'enfant manifeste un intérêt passionné pour un domaine donné. Un enfant introverti qui adore les livres et la lecture ne devrait pas juste être orienté vers le sport parce qu'il est un garçon. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des choix très simples mais cependant très révolutionnaire. Choisir des jouets manifestés par l'intérêt de l'enfant plutôt que par son sexe, privilégier le confort et les goûts de l'enfant en ce qui concerne les vêtements, proposer des activités en fonction du développement sensible de l'enfant plutôt qu'en fonction de son genre. Le mouvement propose également d'offrir des moments d'opportunité à tous les enfants. Présenter tous les domaines à tous les enfants, valoriser les efforts dans les domaines de manière égale et plus important, montrer des modèles variés. Des femmes scientifiques par exemple ou encore des hommes bienveillants. Deuxième proposition, des modèles parentaux égalitaires. La seconde évolution majeure concerne la transformation des rôles parentaux traditionnels. Au lieu du schéma classique, père fouettard, mère consolatrice, le mouvement propose un partage équitable des responsabilités éducatives. Cette approche correspond parfaitement à l'évolution que vivent déjà de nombreuses familles. Des témoignages montrent des situations comme la passation des 60% de charges au conjoint après discussion, révélant que les couples redéfinissent naturellement leur rôle. Concrètement, cela signifie que tous les parents s'impliquent dans tous les aspects éducatifs selon leurs compétences réelles plutôt que selon leur genre. Papa peut parfaitement être le parent câlin principal, tandis que maman pourrait aussi poser un cadre disciplinaire pour les enfants. Cette évolution s'inscrit dans les passages des méthodes autoritaires traditionnelles vers la communication bienveillante que prônent les spécialistes. Les décisions se prennent désormais en équipe parentale et les enfants grandissent en voyant un couple qui collabore plutôt qu'un rapport de domination. Troisième proposition, le développement de l'esprit critique. La troisième proposition vise à former des adultes autonomes capables de questionner les normes sociales. Cette vision à long terme implique à apprendre aux enfants à se poser des bonnes questions dès le plus jeune âge. Au lieu d'accepter automatiquement que c'est pour les filles ou bien c'est pour les garçons, l'enfant apprend à questionner. Pourquoi dit-on ça et qu'est-ce que moi j'aime vraiment? Cette approche développe naturellement sa capacité à faire ses propres choix éclairés. Les méthodes éducatives proposées incluent l'exposition à la diversité en montrant différents modèles de réussite et de bonheur, la valorisation des différences en expliquant que chaque tempérament a sa valeur et la déconstruction active des stéréotypes et en expliquant pourquoi certaines idées limitent le potentiel. Cette approche rejoint parfaitement le principe éducatif de respecter son stade de développement en adaptant les explications à l'âge de l'enfant tout en cultivant progressivement son ouverture d'esprit. Quatrième proposition, l'éducation active à l'égalité. Enfin, le mouvement propose une transmission consciente des valeurs égalitaires
à travers une approche progressive adaptée à chaque enfant. Dès le plus jeune âge, cela se traduit par des messages comme « Papa et maman peuvent faire toutes les tâches » et ceci accompagné des exemples quotidiens où l'enfant voit l'égalité en action dans sa propre famille. Important à comprendre, c'est que l'égalité ne veut pas dire que nous sommes les mêmes. Nous sommes égaux, mais nous sommes différents. Un garçon est différent d'une fille, mais nous sommes tous égaux en ce qui concerne la vie, les tâches, le quotidien et en droit. Cette éducation inclut également par le questionnement. D'où vient cette idée? Elle propose des contre-exemples concrets en montrant des femmes fortes et des hommes sensibles et donne une perspective historique en expliquant comment les rôles sociaux évoluent. Cinquième proposition, la vigilance sur les influences extérieures. Le mouvement reconnaît que l'éducation familiale ne se fait pas en vase clos. Il propose donc des stratégies concrètes pour gérer des influences extérieures. Face aux stéréotypes de l'école et des pairs, les parents peuvent demander un dialogue ouvert en demandant « Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'école aujourd'hui ?» Analyser ensemble les messages reçus et renforcer les valeurs familiales en expliquant « Chez nous, on pense différemment ». Concernant les médias, l'approche propose une analyse active des contenus. Que remarques-tu dans ce dessin animé? Et ce choix conscient de privilégier les contenus égalitaires et surtout de ne jamais laisser des messages passer sans discussion. Alors, pour gérer la pression sociale, le mouvement suggère de renforcer la confiance de l'enfant en lui disant « Tu as le droit d'aimer ce que tu aimes » et de le préparer aux critiques en lui demandant « Si on te dit que c'est bizarre, que reprendras-tu » et de maintenir une alliance parentale qui soutient les choix non conformes de l'enfant. Cette approche globale vise effectivement à dépasser les automatismes genrés pour permettre l'épanouissement authentique de chaque enfant, et ceci selon ses caractéristiques individuelles plutôt que des attentes liées à son sexe biologique. Quatrième partie, les effets réels des familles qui appliquent ces principes. Maintenant, quels sont les effets concrets quand ces propositions de féministes sont appliquées dans les familles? Les observations montrent des résultats contrastés qu'il faut examiner honnêtement. En premier temps, nous avons les bénéfices observés. Pour les enfants, les effets développementaux très remarquables. Dans les familles qui appliquent ces principes, on observe d'abord un développement plus concret du potentiel de chaque enfant. Et quand on supprime les barrières genrées, l'enfant peut explorer tout naturellement tous ses domaines d'intérêt. Une fille douée en mathématiques ne s'auto-censure plus par manque de modèles. Un garçon passionné par la danse n'est plus freiné à l'idée que c'est pour les filles. Les neurosciences confirment cet effet. Le cerveau se développe par l'usage. Plus on utilise une zone cérébrale, plus elle se renforce. Et en offrant tous les stimuli possibles sans restriction genrée, on optimise réellement le développement cérébral global. Une fille peut développer sa logique spatiale avec des Legos et un garçon, lui, peut exprimer sa créativité à travers les dessins. Le second bénéfice majeur concerne l'estime de soi. L'estime de soi se construit sur le sentiment d'être accepté tel que l'on est. Quand un enfant ne subit pas de pression à correspondre à un moule genré, il développe une identité plus authentique et solide. Et un garçon sensible qui pleure apprend que ses émotions sont normales et une fille assertive, sa force de caractère est un atout. Troisième effet positif, l'autonomie renforcée. L'autonomie naît à travers la capacité à faire des choix personnels éclairés. Sans assignation genrée automatique, l'enfant apprend à réfléchir par lui-même à ce qui lui convient vraiment plutôt que de suivre des modèles imposés. Et enfin, on observe une intelligence émotionnelle équilibrée. Comme le soulignent les spécialistes du développement, le vocabulaire émotionnel est crucial pour tous les enfants. Quand garçons et filles apprennent à identifier et à exprimer leurs émotions sans tabou genré, ils accèdent au même panel émotionnel complet, l'empathie, l'assertivité et l'expression adaptée de la colère ou bien de la tristesse. Et pour les parents, une dynamique familiale transformée. Du côté des parents, les bénéfices sont également significatifs. Le premier changement concerne le partage équitable des responsabilités éducatives. Les témoignages montrent des situations comme la passation des 60% des charges au conjoint après discussion.
Quand on sort des rôles genrés traditionnels, chaque parent peut s'investir selon ses compétences réelles plutôt que selon son genre. Cette évolution permet une relation plus authentique avec les enfants. Sans les filtres des stéréotypes, les parents voient réellement leur enfant pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il devrait être selon son sexe. Cette approche crée une connexion plus forte et personnalisée. Et enfin, cette démarche pousse les parents à questionner positivement leur propre conditionnement. Et au lieu de reproduire automatiquement des schémas néfastes, ils choisissent consciemment ce qu'ils transmettent à leurs enfants. En second temps, les défis et risques observés, mais des écueils émergent quand l'approche devient extrême. Cependant, l'observation des familles révèle aussi des défis importants, et ceci particulièrement quand ces principes sont poussés à l'extrême. Le premier risque concerne la confusion identitaire chez certains enfants. Il existe des différences neurologiques et hormonales moyennes entre garçons et filles, pas absolues, mais statistiquement observables. Et nier complètement ces réalités vont créer de la confusion. Un garçon de 4 ans, par exemple, plus agité physiquement, pourra être corrigé pour coller à un idéal de neutralité alors que son besoin de mouvement est développementalement normal selon les recherches sur les périodes sensibles. Un autre piège consiste à remplacer la pression, soit un vrai garçon, une vraie fille, par « tu dois être parfaitement neutre ». Cette nouvelle contrainte crée un carcan tout aussi rigide. Un garçon qui manifeste spontanément des préférences alignées sur son sexe, une fille qui aime la robe et un garçon qui aime les voitures pourraient être découragés par peur du stéréotype. Le troisième risque développemental concerne la surintellectualisation précoce. Exposer de très jeunes enfants à des concepts complexes sur le genre peut dépasser leurs capacités cognitives. Comme le rappellent les spécialistes, un enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. Un enfant de 3 ans n'a pas encore la maturité cognitive pour comprendre les nuances du genre. Le bombarder de ces concepts peut créer de l'anxiété à un âge où il a tout simplement besoin de simplicité. Des défis parentaux qui émergent. Du côté des parents, des nouveaux défis apparaissent également. Le premier concerne la paralysie décisionnelle. Les spécialistes décrivent déjà les sentiments d'incompétence parentale chez de nombreux parents. Ajouter la pression idéologique du parfait parent féministe aggrave ce stress. Certains parents analysent chaque jouet, chaque mot, chaque geste pour s'assurer qu'ils ne reproduisent aucun genre biaisé. Cette hypervigilance épuise et paralyse. Enfin, on observe parfois une rigidité idéologique inversée. Remplacer les filles font ci, les garçons font ça, par interdiction absolue de toute différenciation, crée une nouvelle forme de dogmatisme. Par exemple, interdire des approches différenciées alors que garçons et filles vivent parfois des transformations développementales qui mériteraient des adaptations spécifiques. Cinquième partie, comment naviguer intelligemment l'équilibre nécessaire. Ces observations révèlent que le vrai défi n'est pas de choisir entre traditionnel et révolution, mais de trouver l'équilibre intelligent. Comment bénéficier des apports positifs du mouvement féministe tout en évitant des dérives potentielles. Voici les 4 clés d'une approche équilibrée. La première clé, c'est de respecter l'individualité sans projection genrée. La première stratégie consiste à respecter l'enfant comme un individu unique, exactement comme le prônent les spécialistes du développement. Cela signifie observer ce que ton enfant aime naturellement, sans présupposition selon son sexe, mais aussi sans forcer une neutralité artificielle. Concrètement, si ta fille aime les poupées, cela est parfaitement acceptable. Et si ton garçon, lui, préfère la cuisine, c'est tout aussi valable. L'importance est que cela soit une réaction authentique, pas une réaction à tes attentes ou à tes peurs de reproduire des stéréotypes. Cette approche rejoint parfaitement ce que Maria Montessori enseignait sur les périodes sensibles. Ces fenêtres temporelles où l'enfant manifeste un intérêt passionné pour un domaine donné. Un enfant introverti qui aime naturellement les livres ne devrait pas être forcé vers le sport parce qu'il est un garçon, mais un garçon naturellement actif ne devrait pas non plus être bridé
pour coller à un idéal de neutralité. La deuxième clé, c'est de garder du bon sens sur les différences naturelles. La seconde stratégie maintient une approche critique et personnelle, comme le recommandent les experts. Il s'agit de reconnaître les tendances statistiques observables et sans en faire des règles absolues pour chaque enfant. Cela signifie d'accepter que les garçons ont parfois plus d'énergie physique tout en sachant que certaines filles sont très actives aussi. Ou reconnaître que les filles développent généralement le langage ou la maturité plus précocement sans sous-estimer les garçons dans ce domaine. L'équilibre pratique consiste à adapter individuellement et selon le tempérament réel de ton enfant sans généraliser. Si ton fils de 4 ans a effectivement plus besoin de mouvement physique pour réguler son attention, c'est un besoin développemental à respecter et non un stéréotype à combattre. La troisième clé, c'est de maintenir la bienveillance sans l'idéologie. La troisième approche privilégie la communication bienveillante basée sur les besoins réels de l'enfant plutôt que sur des considérations idéologiques. Cette bienveillance authentique se fonde sur l'écoute active, les demandes claires et la cohérence parentale. Au lieu de surveiller constamment tes mots pour qu'ils soient parfaitement égalitaires, comprendre les émotions de ton enfant, l'accompagner dans son développement, créer cet attachement sécure qui est la base de son équilibre émotionnel. Cette approche évite la paralysie décisionnelle qui touche certains parents qui analysent méticuleusement chaque jouet, chaque geste pour s'assurer qu'ils ne reproduisent aucun biais genré. Cette hypervigilance épuise et tue la spontanéité nécessaire à l'authenticité relationnelle. Quatrième clé, adapter selon le contexte familial. Et enfin, la stratégie la plus importante, reconnaître l'importance de la cohérence familiale. Chaque famille doit trouver son équilibre selon ses valeurs, ses circonstances particulières et sans se soumettre à une orthodoxie externe. Cela signifie avoir une vision éducative à long terme claire. Quel adulte veux-tu former? Et prendre des décisions quotidiennes en cohérence avec cette vision plutôt qu'en réaction aux pressions sociales ou idéologiques. Si tes valeurs familiales incluent l'égalité, intègre-la naturellement dans ton quotidien. Si elles privilégient d'autres aspects comme la créativité ou l'empathie, concentre-toi sur ceci. L'importance est la cohérence entre tes convictions profondes et tes actions éducatives. La formule magique de l'équilibre. En pratique, cette approche équilibrée se résume en une formule simple. Observe ton enfant, respecte ses besoins développementaux, communique avec bienveillance selon ses capacités de compréhension et garde le cap de ta vision éducative personnelle. Cette méthode permet de bénéficier des meilleurs apports du mouvement féministe, notamment l'ouverture des possibilités de chaque enfant et plus important, la remise en question des automatismes limitants tout en évitant ces dérives potentielles comme la rigidité idéologique ou la négation des réalités développementales. Au final, que ton enfant soit un garçon créatif passionné d'art ou une fille scientifique douée aux mathématiques, ce qui compte vraiment, c'est qu'il grandisse en se sentant accepté pour ce qu'il est vraiment, soutenu dans ses intérêts et accompagné avec cette communication bienveillante qui crée l'attachement sécure nécessaire à son épanouissement. Cette approche équilibrée respecte à la fois l'individualité de chaque enfant, les réalités du développement humain et la liberté de chaque famille de construire son propre modèle éducatif cohérent. Cette analyse t'a montré concrètement comment le mouvement féministe influence réellement l'éducation de nos enfants, avec ses apports positifs et ses défis à naviguer. Tu as maintenant les clés pour faire tes propres choix éducatifs équilibrés. Mais cependant, comprendre ces enjeux n'est que la première étape. Le vrai défi, c'est de développer concrètement chez ton enfant cette stabilité émotionnelle et ce vocabulaire bien riche qui leur permettront de devenir un adulte équilibré, capable d'affronter toutes les difficultés de la vie. Car au final, peu importe que ton enfant soit un garçon créatif ou une fille scientifique,
Ce qui compte vraiment, c'est qu'ils grandissent avec des outils émotionnels et cognitifs pour naviguer dans le monde complexe. Alors, si tu veux découvrir concrètement comment je peux t'aider à développer cette stabilité émotionnelle et ce vocabulaire nécessaire chez ton enfant, alors clique sur le lien dans la description. Tu y trouveras des méthodes éprouvées pour construire ces fondations solides qui ont aidé des parents comme Charnel ou Estelle pour y arriver.